Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Voilà un sujet qui a été peu abordé dans les médias, à l'exception peut-être d'LCI qui consacre beaucoup d'heures à ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Mais voilà un sujet, et je regrette et je suis content aujourd'hui d'en parler, qui a été peu évoqué. C'est l'évolution de la position française par rapport à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, l'éventuelle entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il y a une évolution de la position française. Nous allons en parler dans un instant, nous allons débattre. Alors, je pose une question qui me paraît essentielle pour la paix et la stabilité en Europe. Est-ce que l'Ukraine doit entrer dans l'OTAN? Oui ou non? C'est difficile de répondre oui ou non. En revanche, il est bon, je crois, d'analyser, de réfléchir et d'expliquer. Eh bien, pour expliquer et analyser, nous avons la chance de recevoir dans 2 minutes, juste après la pub, Bertrand Badi, qui est professeur émérite à Sciences Po Paris, auteur de Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale aux éditions Odile Jacob. Il est 12h08. Bertrand Badi, dans 2 minutes. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h11 minutes. Bertrand Badi, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, nous allons parler. Alors, je rappelle, 2008, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy avaient bloqué l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, à la fois pour ménager la Russie, oui, c'était l'objectif, et contre l'avis des États-Unis. Il faut se rappeler ce moment. Bon. Aujourd'hui, la position française a évolué. L'Ukraine devrait se voir offrir une voie claire vers l'adhésion à l'OTAN. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron le 31 mai dernier. C'est une évolution de la position française, Bertrand Badi ? Ah, incontestablement, dans le verbe, oui. C'est une évolution claire. Encore qu'il faille s'arrêter sur le verbe. Oui. Une voie vers, ce n'est pas une porte qui s'ouvre. Oui. Quand on vous dit le chemin pour aller à Rome, c'est celui-ci, ça ne veut pas dire que vous entrez dans Rome. Hein. Oui. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que il y a une évolution croisée, parce que les États-Unis étaient favorables autrefois, et maintenant, ils sont de moins en moins favorables. Faudra en reparler. Il y a beaucoup de... Aujourd'hui, ils sont plus réticents. Ils sont plus réticents parce que on est dans un cycle très net de retrait des États-Unis, et j'aurais même préférerais dire de la société, de l'opinion américaine, des affaires du monde. Et donc, faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'est un explosif supplémentaire dont l'opinion publique américaine ne veut pas. Bon. Et à une époque où Emmanuel Macron aime bien se singulariser par rapport aux États-Unis, ce chemin croisé mérite d'être signalé. Mais il y a surtout un troisième élément qui est tactique, pas stratégique, ni politique, mais tactique, qui consiste à dire, finalement, pour que l'Ukraine aille à la table de négociation, il faut qu'elle se sente confortée, ces fameuses garanties de sécurité dont on parle tant, et quelle meilleure garantie de sécurité peut-on donner à l'Ukraine que la perspective d'entrer dans l'OTAN ? Ça favoriserait pour vous une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ça favoriserait, ça obligerait, convaincrait, obligerait, enfin je ne sais pas quel mot je peux employer, Volodymyr Zelensky à la négociation? Ça le conduirait à la négociation? Je pense que c'est un des postulats de la diplomatie française aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. C'est-à-dire cette idée selon laquelle il faut pousser Zelensky vers la table de négociation, que c'est une façon de l'inciter. On en est à chercher des incitations à... Ce qui d'ailleurs est le propre de cette position formidablement ambiguë qui est celle de toutes les puissances occidentales aujourd'hui, la co-belligérance non belligérante. Oui, c'est compliqué parce que quand vous êtes co-belligérant, non belligérant, vous ne pouvez qu'inciter, vous ne pouvez pas obliger. Et ça, c'est une incitation possible. Ça ne veut pas dire, dans mon esprit, que c'est nécessairement un calcul gagnant. Faut faire attention à ça. Oui. Alors, je vais vous poser quelques questions. Pour la paix et la stabilité en Europe, pensez-vous que l'Ukraine doive entrer dans l'OTAN? Alors,
Moi, j'aurais tendance presque à inverser la question. Allez-y. Est-ce que l'OTAN est encore d'actualité, elle qui a été créée en 1949, oui. Par parenthèse, elle est plus vieille que moi, et dans un contexte qui n'a absolument rien à voir avec le contexte actuel. Et ça, on ne peut pas échapper à cette question. Rappelez-vous, avant le conflit russo-ukrainien, le dossier commençait à s'ouvrir. Il y avait même une commission à l'intérieur de l'OTAN pour en définir les vraies finalités. Oui. Et c'est l'époque aussi où Emmanuel Macron parlait de mort cérébrale. Il n'en a pas parlé par hasard. C'est parce que ce qui était à la base de l'invention de l'OTAN, qui était l'équilibre de puissance dans un monde qui se bipolarisait, ne correspond plus du tout au contexte actuel. Ben oui, le monde n'est plus bipolaire aujourd'hui. Il n'est plus bipolaire. Le pacte de Varsovie, qui était le pendant de l'OTAN, a disparu. Légitimé en quelque sorte, a disparu. Oui. Et il y a eu un vide. Il y a eu un vide dans notre histoire. Ce vide, il a commencé en 90-91 et on était dans l'illusion d'un système qui se voulait unipolaire et du coup, notamment les États-Unis, et je pense à la présidence Clinton en particulier, à sa secrétaire d'État Madeleine Albright, disaient mais ce monde nous est tellement favorable, il est tellement marqué par le sacre de l'hégémone absolue que sont les États-Unis, ne touchons à rien. Et donc, on a perdu une occasion de créer ce que le président américain en exercice au moment de la chute du mur, George H. Bush, avait annoncé, The New World Order. Dans un nouvel ordre international, l'OTAN n'avait pas sa place. Bien. Bertrand Badi, autre question. Est-ce qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, acceptée par les partenaires, les 31 membres de l'OTAN. Aujourd'hui, il y en a 31, peut-être bientôt 32 avec la Suède. Est-ce que une adhésion ne pousse pas, ne signifie pas que tous les adhérents de l'OTAN vont entrer en guerre? Et tous les adhérents de l'OTAN vont entrer en guerre si l'Ukraine entre en guerre. Alors attendez, là, ce commentaire qu'on entend souvent, il est schématique par rapport à la réalité des textes. Le fameux article 5 qu'on ne cesse de brandir jusqu'à avoir des courbatures dans le bras, indique une chose bien plus prudente qui consiste à dire qu'en cas d'agression contre l'un des membres de l'OTAN, les autres membres se concertent pour décider ce qu'ils feront. Ce n'est pas une entrée immédiate en guerre. Il faut le savoir. Mais c'est cette idée ainsi simplifiée a en quelque sorte alimenté la propagande du Kremlin en disant l'OTAN est une machine de guerre contre nous. Regardez, ils veulent y faire entrer l'Ukraine. Il utilise cette évidemment. Formidable, c'est du pain béni. L'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN a permis à Poutine, qui était en très grande difficulté à l'époque et qui l'est toujours, de dire voyez, nous sommes véritablement encerclés. Alors d'autres disent, Bertrand Badi, que officialiser une invitation, je parle d'officialiser une invitation de l'Ukraine dans l'OTAN, serait un message fort envoyé à Poutine. Vous le pensez ou pas ? Je crois qu'on se fait des illusions sur ce qu'est Poutine. Poutine s'est construit une réalité qui est celle d'une Ukraine qui lui est insupportable pour différentes raisons, il faudrait revenir dans le détail, et qui du coup mobilise tous les arguments qui justifient l'anéantissement de l'Ukraine. Le problème, c'est qu'une pression otanesque serait un de ces éléments. Et il ne faut surtout jamais oublier quelque chose d'absolument fondamental. Poutine a été battu militairement lorsqu'il pensait en 3 jours arriver à Kiev. Il a été battu militairement. Il a réussi à transformer sa défaite militaire en victoire diplomatique, se tournant notamment vers les pays du Sud pour dire « je suis victime de l'hégémonie occidentale ». Eh bien, tout ce qui va dans le sens d'un renforcement de ce modèle d'alliance qui est issu de la guerre froide
alimente ce genre de cette discours. idée d'hégémonie occidentale, évidemment. Mais voilà. Nourrir cette idée d'hégémonie occidentale ne peut que se retourner contre nous. C'est ce que. Alors, Bertrand Badi. Deux choses. Vilnius, 11-12 juillet. Moment important, puisque réunion, non pas, ne sera pas décidé à Vilnius l'entrée ou pas de l'Ukraine dans l'OTAN. Néanmoins, un pas supplémentaire pourrait être franchi. Je sais que les Polonais, les États baltes poussent absolument, poussent pour une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. S'il n'y a pas d'avancée, on murmure que les troupes polonaises et baltes pourraient aller sur le terrain. Aller rejoindre mais par l'intermédiaire de milices ou de... ça c'est le propos de M. Rasmussen, ancien secrétaire général de l'OTAN, conseiller militaire, conseiller diplomatique militaire de Zelensky. Moi, personnellement, je reste assez sceptique. Je n'y crois pas trop. Mais en revanche, vous avez raison de parler du rendez-vous de Vilnius, parce que on a trop facilement et trop rapidement présenté l'OTAN comme une totalité soudée ou ressoudée par le conflit russo-ukrainien. Or, sortons notre microscope et regardons dans les détails des postures des uns et des autres. Vous avez au moins 3 voire 4 pôles dans l'OTAN. Vous avez un pôle états-unien qui était celui du leader autrefois et qui est un pôle de prudence, davantage obsédé par l'Asie que par l'Europe et qui cherche plutôt à faire baisser la fièvre. Et qui considère de toute façon que la Russie n'est plus un rival dangereux pour les États-Unis. Donc c'est pas la peine d'investir beaucoup dans cette affaire. Vous avez un pôle allemand qui finalement est assez proche de la posture états-unienne et qui consiste à dire il faut effectivement éviter toute provocation belliciste et ne pas trop se laisser contraindre par ce conflit. Vous avez une posture française qui appuie sur l'idée de souveraineté, d'autonomie stratégique et vous avez enfin une posture qui est propre aux pays de l'Europe de l'Est, qui voudrait vraiment faire de l'OTAN cet instrument à la disposition de cette croisade anti-russe et pour contenir. Et ça va pas être si simple. Plus la Turquie. Et alors, c'est pour ça que je parlais d'au moins 4 postures, parce que vous avez l'individualité turque, qui d'ailleurs va aller probablement en s'amplifiant, parce que l'aubaine est trop grande. Évidemment. Et donc on va s'en saisir, d'autant plus que Erdogan est conforté par la dernière élection. Évidemment. Et donc mettre tout ça ensemble, ça va pas être évident. Ça va pas être évident. Alors j'ai une question. Ça fait des mois que j'entends parler de négociations possibles. Ça me fait à chaque fois sourire. Vous aussi, Bertrand Badi. Je vois des débats sans fin. Ça y est, les négociations. Pourquoi est-ce qu'on ne négocie pas et tout? Mais c'est nous le problème. C'est nous le problème. Mais oui. Écoutez, négociation, c'est impossible. Impossible. La pathologie de ce conflit ressemble à celle d'un malade qui irait dans le cabinet de son médecin. Le médecin ne comprendrait pas cette maladie rare et proposerait un traitement hyper classique dont on ne sait à l'avance qu'il n'aurait aucune efficacité. Penser qu'on peut mobiliser les vieux schémas de la négociation transactionnelle pour arriver à une paix dans ce conflit russo-ukrainien est complètement utopique. Il faut découvrir un modèle nouveau de construction de la paix. Ça ne peut plus être la méthode transactionnelle. Et d'ailleurs, cette négociation qui met fin à la guerre, ça c'était bien du temps de la paix de Nimègue, de la paix d'Aix-la-Chapelle, du Trêche de Rastatt et de tout. La dernière vraie négociation qui a mis fin à une guerre, c'est 1856, le traité de Paris qui a mis fin à la guerre de Crimée. C'était une vraie négociation. À la guerre de Crimée, mais déjà. Prenez la Première Guerre mondiale, prenez la Deuxième Guerre mondiale, prenez tous les conflits qui se sont développés depuis 1914,
1945, vous ne trouvez jamais une négociation qui mette fin à une guerre. C'est par pression systémique. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut regarder attentivement du côté des pays émergents. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a eu raison d'aller à Pékin. Il va aller au BRICS, il va aller en Afrique du Sud. Il a raison. Il a raison, mais bien sûr. Il a raison, mais il ne pourra tenir qu'un rôle secondaire, c'est-à-dire un rôle d'intermédiaire entre les BRICS et l'Occident, c'est-à-dire faciliter la communication entre les deux. Mais le rôle central appartient désormais à ce nouveau centre de gravité du système international. Et la grande surprise de ce conflit, c'est que peut-être un jour, je le dis avec beaucoup de prudence, mais peut-être un jour, ce seront des pays d'Asie et d'Afrique qui referont la carte de l'Europe. En tous les cas, pas sur le plan territorial, car je ne crois pas à la transaction territoriale, mais sur le plan, en tous les cas, de la définition d'un nouvel équilibre sur le vieux continent. Un mot, ce matin, Emmanuel Macron était chez nos confrères du service public. Si Poutine m'appelle, je le prendrai bien sûr, a-t-il dit. Oui, c'est tout à fait normal. Mais vous savez, dans toute guerre, y compris les plus violentes et les plus atroces, on ne cesse de se parler de part et d'autre des lignes. Et vous pouvez être certain que même entre Ukrainiens et Russes, on se parle indirectement, secrètement, clandestinement, mais on se parle. Donc effectivement, il faut, plus on parle, plus on s'informe sur l'autre et plus on crée les conditions d'un dépassement du conflit. Mais ça ne veut pas dire qu'on y arrivera. Merci Bertrand Badi, passionnant évidemment. Comme d'habitude, les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale. Le dernier livre de Bertrand Badi aux éditions Odile Jacob. Merci d'être venu nous voir, d'avoir accepté mon invitation. Il est 12h26, André Berkoff.